Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delatour du Pin. Rachel Kahn est dans ce studio. Bonsoir Rachel, écrivaine, essayiste. Dans ce studio également Régis Le Sommier, qui est journaliste, grand reporter, spécialiste international. Merci d'être là. Et le général Trinquant est également avec nous dans ce studio. Évidemment, c'est un événement important qui s'est produit hier et confirmation aujourd'hui. Israël a tué le chef du Hezbollah, Nasrallah, qui, je le disais, depuis 30 ans, était à la tête du mouvement chiite libanais. Avec quelles conséquences? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. D'abord, peut-être un mot sur Nasrallah lui-même, ce leader qu'on n'arrivait pas à cibler, ce leader qui régnait donc sur ce mouvement chiite libanais depuis 30 ans. Peut-être un mot, Régis, pour le qualifier, pour voir quel impact, et pour que les auditeurs d'Europe 1 comprennent bien effectivement l'importance de sa mort et ce que ça pourrait engendrer dans la région. Si vous voulez, Nasrallah, je vais dire, c'est le dernier chef de guerre de la guerre civile libanaise qui finalement a d'abord conservé ses armes après cette guerre civile libanaise et qui est resté d'importance jusqu'à transformer son mouvement non plus en une guérilla, parce qu'elle est née finalement d'une guérilla contre l'occupation du Liban Sud par l'armée israélienne en 1982, qui a transformé ce mouvement en un mouvement, en une nébuleuse, on va dire, un groupe tentaculaire international, notamment à la faveur de la guerre en Syrie, ayant des ramifications jusque chez les Houthis, qui ont été évoqués tout à l'heure, véritablement une machine de guerre. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait d'un groupe de résistants, on va dire. D'ailleurs, quand on parle du Hezbollah, la plupart des Libanais disent la résistance. C'est la résistance à Israël à l'époque. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. Et Rachel Kahn, d'ailleurs, Joe Biden a réagi. Il dit que sa mort est une mesure de justice. Une mesure de justice. Israël était l'ennemi juré de Nasrallah. De toute façon, il faut bien comprendre que dans ce conflit, l'objectif, c'est la destruction d'Israël. Si on ne comprend pas que les groupes terroristes veulent détruire Israël et l'ensemble des Juifs, par ailleurs, de la diaspora, et l'ensemble des démocraties et des principes et des valeurs démocratiques, on ne peut pas comprendre ce conflit. Je trouve que le mot de justesse, en tout cas, est assez... Justice. De justice, c'est ce que dit Joe Biden. C'est tout à fait pertinent. Et par ailleurs, il y a aussi un moment particulier de la communauté juive israélienne, mais partout dans le monde, c'est que c'est le dernier Shabbat de l'année. De cette année 5784, on va passer dans une nouvelle année, et je pense que l'air de rien, symboliquement, il fallait marquer le coup aussi par rapport à toutes ces horreurs que ont pu perpétrer ces groupes terroristes depuis des années, et pas seulement par rapport à Israël, mais aussi par rapport, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, par rapport à différents pays musulmans, parce qu'en réalité, c'est les musulmans aussi qui sont en première ligne de ces barbaries. Donc Israël a ouvert de front avec le Hamas, avec le Hezbollah, on va y revenir, mais Général Trinquant, je me tourne vers vous, juste pour dire un mot de cette opération militaire. Comment l'armée israélienne a-t-elle pu savoir que Nasrallah se trouvait sur les lieux au moment précis où elle a lancé son offensive? Oui, alors juste avant, je complète en disant, en plus, le Hezbollah et Nasrallah, c'est le bras armé de l'Iran sur la frontière israélienne. C'était extrêmement important de le rappeler. Et donc c'est pour ça que c'est une menace. Et le deuxième point, c'est que il a réussi quand même à contribuer à la destruction de l'État libanais et de permettre de voir que l'État libanais n'existe plus. Alors sur l'opération, mais sur l'opération elle-même. Sur l'opération, c'est une opération graduelle qui a commencé par la fameuse attaque sur les beepers ou pagers et les talkie-walkie, puis sur des frappes ciblées, et enfin sur cette opération-là. Alors cette opération-là, comme toutes les autres opérations d'ailleurs, elles sont montées de longue main par le Mossad. Il l'a montée depuis très très longtemps. Et là, on peut voir d'ailleurs que dans les services de renseignement, le Mossad qui agit à l'extérieur, je le rappelle, alors que le Shin Bet agit à l'intérieur, et que le Hamas régit pour l'armée, le Mossad est probablement le service le plus efficient, qui s'est infiltré depuis très très longtemps. Parce que par exemple, pour l'affaire des pagers, il a fallu monter des sociétés écrans depuis des années pour arriver à ce qu'au montage,
il y a de l'explosif dans la batterie, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et sur l'opération-là, il a fallu identifier où était ce PC et avoir suffisamment d'infiltration pour savoir que les responsables du Hezbollah arrivaient à ce moment-là. Et la conjonction de la préparation de long terme pour savoir où était le PC, quel type de bombe il fallait utiliser, parce que il faut que ce soit des bombes qui détruisent les blocos qui sont en dessous, et de renseignements humains, forcément, qui vous dit, ça y est, ils arrivent, ils sont en réunion et il y a 5-6 responsables. Cette conjonction a permis de faire cette frappe juste au moment où M. Netanyahou était à New York. Et d'ailleurs, il y a une photo qui a été publiée où on le voit donner l'ordre, puisqu'on a dû lui demander l'autorisation. Et ça se passe dans la représentation israélienne à New York, que je connais bien, qui est à 5 minutes à pied des Nations Unies. C'est-à-dire qu'on l'a vu partir rapidement après son discours pour rejoindre et pour donner l'ordre de tir, parce que les Israéliens attendaient. Puisqu'on est passé de frappes militaires à des frappes politiques. On a détruit d'abord l'instrument militaire, ça a été les pagers et les talkie-walkie, plus quelques frappes ciblées, mais avant d'arriver au niveau politique, il faut une décision lourde, parce que ça veut dire qu'on n'a plus la capacité de discuter avec personne, pendant un certain temps en tout cas. Et donc ça veut dire que Israël décide d'aller jusqu'au bout de la destruction du Hezbollah. Y arrivera-t-il, c'est un autre sujet, mais jusqu'au bout, puisqu'il veut détruire complètement, non seulement la branche militaire, mais également les responsables politiques, dont ce responsable symbolique, important, qui est M. Nasrallah. C'est une victoire, Régis Le Sommier, d'ampleur pour Tsahal. C'est une très très grosse victoire, évidemment, qui va avoir des conséquences, et on va en parler dans un instant. Mais à l'heure où l'on parle, c'est une victoire contre le Hezbollah majeure. C'est incontestable. Le général vient d'évoquer la question des pagers, et donc là où on avait une victoire d'abord du renseignement, il y a quand même des performances aussi au niveau de la surveillance qui ont été mises en place. Là, on peut dire que Tsahal a surperformé et qu'elle a véritablement saisi son ennemi à la gorge. Après, la vraie question aujourd'hui qui se pose, c'est que va-t-on faire maintenant que Nasrallah n'est plus là de la puissance du Hezbollah? Il y a 100 000 combattants, le Hezbollah encore, je crois. C'est 100 000 combattants, et puis surtout, moi, si vous me permettez de préciser un petit peu l'envergure du Hezbollah, je voulais m'attarder sur le fait que ce qui s'est passé hier, c'était déjà passé en 2006. Je parle des frappes sur Darhieh, qui est le QG du Hezbollah au Liban, à Beyrouth Sud, et comment la ville avait été complètement anéantie, complètement détruite. D'ailleurs, il y a une doctrine chez les militaires israéliens qui s'appelle la doctrine Darhieh, justement, qui est l'utilisation de la force en milieu milieu urbain et densément peuplé. En 2006, Nasrallah avait été dit tué pendant 3 jours, puis il avait fini par sortir des décombres, et à la fin, finalement, l'opération israélienne, dont une partie s'était déroulée au sol, avait fini par une défaite, ou en tout cas un retrait d'Israël qui avait été exploité immédiatement par le Hezbollah. Depuis 2006, le Hezbollah a complètement changé. À l'époque, je le disais dans l'introduction, c'était une organisation de guérilla, c'est-à-dire une organisation qui luttait contre la présence d'une armée étrangère, c'est-à-dire l'armée israélienne, sur son sol. Donc qui a utilisé tous les types de techniques, qui a inauguré d'ailleurs les IED, qui a bien avant que ce soit utilisé par d'autres groupes terroristes au Moyen-Orient et ailleurs. Donc ils avaient l'initiative, et ils ont quelque part fait reculer Tsahal, puisqu'en 2000, l'armée israélienne décide de quitter le Liban Sud. 2006, c'est la frappe sur le Hezbollah. Et donc, ce qui se passe entre 2006 et maintenant, c'est quoi? C'est essentiellement, et il faut vraiment insister là-dessus, la guerre contre Daesh et la guerre en Syrie. Le Hezbollah va véritablement reformater l'armée syrienne, qui était une vieille armée au moment de la guerre civile, à partir de 2011. Le Hezbollah va reformater cette armée, il va en faire une armée ultra opérationnelle qui va permettre à Bachar el-Assad, son allié, de reconquérir le territoire syrien. La première victoire du Hezbollah en Syrie, c'est Koussaïr. Ensuite, il y a Palmyre, la reconquête de Palmyre. Ensuite, il y a Alep, la reconquête de la deuxième ville de Syrie par les troupes de Bachar, mais surtout par le Hezbollah
aidés par les Russes. Donc vous avez cette fantastique machine militaire qui se met en place et l'expérience du combat, l'expérience opérationnelle. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans simplement on lutte contre un occupant. On monte des opérations, on conquiert des villes, on a une expertise militaire et aujourd'hui les fameux 100 000 combattants du Hezbollah, je dis pas qu'ils ont tous une expérience militaire, mais en tout cas les commandants intermédiaires qui sont les plus dangereux parce que le haut du pavé il est connu, ces commandants intermédiaires sont moins connus des services de renseignement et ils sont dans la nature aujourd'hui. Vont-ils garder le côté ordre tel que le Hezbollah l'avait avant, c'est-à-dire avec un chef qui décide, ou est-ce que ça va s'évaporer dans la nature avec toute la létalité de l'appareil militaire plus le nombre d'armes, parce que c'est des centaines de milliers de roquettes que le Hezbollah... vous savez, le Hezbollah travaille, on l'a précisé, main dans la main avec les Iraniens, main dans la main notamment avec le corps des gardiens de la révolution iranienne. Un des chefs des gardiens de la révolution iranienne disait récemment, nous fabriquons des missiles comme vous fabriquez des cigarettes. C'est-à-dire, on en a des centaines de milliers. Et le Hezbollah, c'est pareil. Et ils ont des caches de missiles dans les montagnes. Le Liban est un pays très montagneux. Donc tout ça, ça existe encore. Est-ce qu'il y a un commandement unifié du Hezbollah pour manœuvrer ces missiles et pour pouvoir en continuer à les envoyer sur Israël? C'est ça la vraie question. Et que va faire Israël? Est-ce qu'Israël va risquer une opération au sol contre un ennemi surpuissant, même désorganisé? Ça reste quand même un groupe avec des prédispositions djihadistes. Vous savez, à chaque fois que les autres groupes djihadistes sunnites ont perdu leur leader, toujours, il y a eu un nouveau leader qui est revenu derrière. Est-ce que ça va être le cas ou est-ce que finalement ça va être un coup suffisant pour permettre à Israël de faire reculer le danger du Hezbollah et de permettre à ses habitants de revenir au nord d'Israël, puisque c'était un des objectifs. C'est une question évidemment. Cette opération Israël peut-il lancer une opération au sol sur le sol libanais? C'est une des questions que l'on se pose. Quelle sera aussi la réponse de l'Iran qui promet de raser Israël de la carte? Mais en a-t-il seulement les moyens? Rachel Kahn, en tout cas, Israël continue ses frappes en ce moment. Nouvelle frappe menée sur le QG du Hezbollah. Quel est l'objectif d'Israël, étant donné qu'hier, elle a tué donc la tête pensante et ses commandants? Pourquoi Israël continue à bombarder ce QG du Hezbollah encore aujourd'hui? Israël continue parce que les Israéliens ont envie de vivre libres dans leur pays et que c'est pas le cas et qu'il y a 60 000 déplacés au nord, que Israël est attaqué sur 3 fronts. Le sud, le nord, la Cisjordanie, et que voilà, on a ces 60 000 personnes qui sont déplacées. On a alors 8 000 ou 10 000 roquettes qui ont été bombardées depuis le 8 octobre par les groupes terroristes qui se rencontrent, parce qu'il y a une coalition de terroristes qui se sont rencontrés au Liban, Hamas, Hezbollah et Djihad orchestré par l'Iran. Donc on a cette population israélienne, et comme c'est une démocratie, les démocraties, elles protègent leurs citoyens. Donc on a ce dôme de fer, mais s'il n'y avait pas eu ce dôme de fer pour protéger les Israéliens, ce serait un carnage. On va continuer d'en parler, Rachel Kahn, Régis Le Sommier, général Trinquant. Il est 19h27 sur Europe 1. Dans un tout petit instant, le journal permanent sur Europe 1.